tombe bien, j'ai plus de place. J'ai toujours une bêtise à raconter. C'est incroyable. C'est parce que ça aide. En fait, vous avez remarqué que quand on rit, Oui. déjà c'est beaucoup moins sérieux. Parce que si on se met à penser à ça de manière sérieuse, moi personnellement, je préfère aller jouer de la guitare dehors. Parce que là, je me fais peur direct. Donc quand je fais des blagues, c'est parce que ça me fait du bien de rire. Je me dis, rien de sérieux là-dedans, on va voir. D'accord? Parce qu'on a une tendance à prendre des choses tellement au sérieux que... Alors on va écouter un son de cloche. On va lâcher prise des questions. Donc on oublie ça pour l'instant. On n'a même pas le droit d'y penser, attention. Je suis content, j'ai réussi à pas trop y penser. Et toi? Ça va? Ça va. Ça va? C'est bon? Tu veux commencer? Comme ça, toi. Ben, c'est ça les jeunes frères, on les... Bisous, toi. Non, on les choye. On les choye. On leur laisse le choix. On les choye. Tu choisis ce qui est plus, voilà, plus évident pour toi, comme ça tu peux jouer avec. Puis Jacqueline, elle, comme c'est la doyenne ici, elle a beaucoup plus d'expérience que nous. On va lui laisser les trucs vraiment hard. Chère Faye, chère grande famille, je voulais partager quelque chose très spontanément. Par rapport au lâcher prise et comment éviter d'être dans le trop ou le pas assez. J'ai beaucoup l'image de notre frère hier. Quand on a quelque chose, par exemple, est-ce qu'on est dans le lâcher prise? Est-ce qu'on est dans la crispation? Ou est-ce qu'on est dans le je m'en foutisme en fait? On me laisse tomber. Je sais que quand je ne suis pas assez dans le lâcher prise, ce sont des histoires qui reviennent et qui tournent en boucle, en boucle. Et comment je vais faire avec ça, et encore, et je ne trouve pas de solution. Et juste cette saveur, où justement je suis déconnecté du corps, et c'est pour ça que j'essaie de revenir dans le corps. Si je reviens facilement, ça veut dire que voilà, ça va. Et si j'ai du mal à revenir, c'est un bon indicateur de se dire quelque chose qui... Donc le fait de revenir dans le corps me donne une indication de ce qui se passe. Il y a le côté crispation, et le côté je m'en foutisme, c'est les choses auxquelles je pas du tout regarder. Ça va. Mais à quel point ça va? Est-ce que j'ose m'interroger là-dessus ou pas? Non, il n'y a pas besoin. Là, j'ai une deuxième indication. Je verrai plus tard, c'est pas le moment, je veux pas déranger, j'ai pas la force. Là, c'est un très très gros indicateur pour moi. Ok, je reviens. Et je vais peut-être tenter de partager avec d'autres personnes et voir ce qui revient vers moi, surtout si c'est pas confortable. Après, dans cet entre-deux, c'est un art. Petite chose aussi qui mêle.
on n'est pas du tout pareil, tous. Je sais que quelqu'un qui va être dans le lâcher prise, pour moi, ça va être de l'irresponsabilité totale, ou à l'inverse, ma forme du lâcher prise, quelqu'un va me dire non mais t'es trop crispé. C'est ok, on est différents, on n'est pas tous complètement pareils. Donc c'est important pour moi en tout cas de revenir vers le soi, de se dire ok là maintenant, où est-ce que je me trouve? Est-ce que je suis dans la crispation ou est-ce que je suis plutôt dans l'évitement? J'ai pas envie de regarder ce qui se passe. Ça après c'est ce que je fais, je vous invite à tester. Bon courage. C'est un petit bout de jeu pour ça. Merci. Chère Taille, chers amis, alors moi cette question, la sommes-nous une verrue dans l'univers et la fonction du mental, mais vraiment je vais parler de ce que j'ai pratiqué moi par rapport à ce que j'ai vécu. Donc j'étais une enfant maltraitée, abandonnée, j'ai été violée à l'âge de 14 ans. Et je ne me suis pas sentie une verrue, mais je me suis sentie comme un petit tas de... Je ne dis pas le mot, voilà. Pendant très 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 longtemps. Et j'étais dans une grande colère, mais vraiment une grande colère. J'avais une colère, mais immense. D'ailleurs, toutes les personnes qui me connaissent ici savent très bien comment j'étais. J'étais vraiment pleine de piquant. En fait, c'était pour me protéger. Je résistais parce que je ne voulais pas rentrer dans cette souffrance. Et mon mental était envahi à tel point que j'avais creusé un sillon. Vous savez, le sillon, là, dans le mental. Et ça rentrait, ça pénétrait. Et c'était envahissant, j'arrivais plus à... C'était vraiment quelque chose d'extrêmement difficile dans ma vie. Et quand je suis arrivée au village, là j'ai commencé à... En fait, j'étais dans le négatif, hein, j'étais vraiment dans la partie noire, sombre, dans le négatif. Et quand je suis arrivée au village, c'était, voilà, on arrosait les belles graines, on arrosait la beauté, on arrosait... Et je résistais, en fait, au début. Je résistais tellement, parce que ça me faisait mal, parce que je n'avais pas connu ça. Je résistais tellement que j'avais des maux de tête, je le disais ce matin. Et petit à petit, je me suis laissée vraiment, vraiment sans forme, ni rien. Je me suis simplement laissée embrasser, cajoler par la communauté. Et petit à petit, j'ai rencontré en moi ces petites graines qui commençaient à monter et j'ai commencé à les faire revenir et de les garder le plus longtemps possible, la fameuse diligence juste. Parce que j'avais, et j'ai toujours, ça ne veut pas dire que c'est pas là, c'est toujours là. Parce que il y a le paquet derrière, le package, la famille, le collectif, les ancêtres qui m'ont, voilà, qui sont là. Et je le sens quand ça revient. Et quand ça revient, quand ça remonte, je le vois, je l'observe, je le reconnais, déjà, ne serait-ce que de le reconnaître. Et je l'embrasse avec, en fait, c'est ce que disait le frère, je l'embrasse avec le souffle. C'est ma respiration qui embrasse ce que je ressens. Et à partir de là, je me détends. Alors quand ça m'arrive, pas plus tard qu'hier, je parlais d'une relation qui a été difficile. Bien sûr, je suis comme tout le monde. Hein, voilà. En fait, je m'aperçois que je peux en parler, mais qu'avec la pratique, ça ne reste pas très longtemps. Alors, quand ça reste un peu plus longtemps, je l'accueille aussi, parce que, voilà, quand il y a la tristesse, le chagrin, je ne mets pas sous le tapis, mais je m'aperçois que la pratique me permet vraiment de dégager, de transformer, de guérir. Et ça prend du temps, c'est long, la patience. Pour moi, ça a été fondateur, ça.
beaucoup de patience. Et ça continue, la patience. Voilà. Et donc le fameux sillon, petit à petit... Laisse ouvert, Alain. Alain, laisse ouvert. Ouais, mais je préfère que ça soit ouvert. Merci. Le sillon, petit à petit, se ferme. C'est comme une cicatrice. Mais il y a toujours cette cicatrice. C'est comme la maltraitance. Il y a toujours la cicatrice. Mais elle est moins forte. Et du coup, l'impact des autres est moins fort. Voilà. Alors, le plus difficile, c'est dans la famille. Et oui, c'est très facile avec les amis. Le plus difficile, c'est dans la famille. Donc, comment trouver des moyens habiles sans que ça devienne trop... Voilà. Donc, moi, avec mes enfants, c'est pas facile. Voilà. Mais j'essaye du mieux que je peux d'avoir des moyens habiles, même s'il y a des failles qui parfois me font mal, mais je les accueille. Voilà, donc c'est ce que j'étais, ce que je suis, c'est toujours la même sans être vraiment la même. C'est merveilleux. Voilà. Je suis un peu, je questionne par rapport à Emmanuel qui est parti. Peut-être c'est de l'interprétation. Plus fort? Parce qu'elle voulait poser une question, je crois, et elle s'est peut-être sentie rejetée, et elle est partie. Et moi, je me sens pas bien que ça. Eh ben, on va partir de ça. Ça, c'est un bon exemple. Mais d'abord, je voulais remercier Jacqueline parce que ce qui est précieux dans les partages de Jacqueline, ce que j'ai déjà remarqué, c'est que c'est toujours basé sur du vécu. Avec beaucoup d'humilité, en fait. De dire, voilà, j'en suis là, ça a cheminé, et c'est un processus. Et je vois comment, dans ce que tu partages, il y a quelque chose de très, très beau, d'un cheminement intérieur. Et c'est ça qui nous donne le courage de continuer, c'est ça qui nous donne la foi pour avancer. Alors, on va partir de ça, hein, puisque c'est directement un bon exemple, comment je peux pratiquer avec ça. Là, je suis dans une situation où j'ai une perception par rapport à quelqu'un. Je ne sais pas si cette perception est vraie, juste ou pas juste. Peut-être elle est juste, peut-être elle n'est pas juste. Mais en tout cas, je ne me sens pas bien avec. D'accord? Donc là, j'ai deux options, minimum. Première option, je sors de la salle, je vais voir si elle se sent bien. Et c'est ok, c'est correct, je peux les voir, c'est une amie, je vais voir si ça va. C'est une option possible. Deuxième option, je prends soin de moi, je prends soin de mon émotion, je ne suis pas si sûr que ça que j'ai raison. Are you sure? Comme disait Ty, êtes-vous sûr? Est-ce que je ne suis pas plutôt en train de toucher ma blessure de rejet? Ce que tu as clairement évoqué, elle s'est peut-être sentie rejetée. Ah, miroir, oh mon bon miroir. D'accord? Donc j'ai peur pour elle, mais en même temps ça réveille quelque chose en moi, tu l'as très clairement dit, c'est magnifique. Et je suis avec ça, d'accord? Et là, je suis au bon endroit. Parce que la vie me ramène toujours au bon endroit. Voilà, donc est-ce que je peux, en profitant d'énergie collective, embrasser cette partie-là de moi qui peut se sentir rejetée, ou qui a peur d'être rejetée? J'en ai parlé hier, donc je connais ce terrain-là, terrain sensible pour moi aussi, et je reste avec. L'avantage, si je ne bouge pas, c'est que je vais aller plus profondément en moi, guérir cette blessure ou cette peur. Si je bouge pour voir cet ami, ok, il y a un bénéfice, mais quelque part, je perds aussi probablement le contact avec ça. Donc la troisième option, celle que je choisirais,
C'est je prends soin de moi jusqu'à ce que je sente que ça y est, j'ai embrassé. Et des fois, c'est pas très long, hein, c'est quelques secondes, quelques minutes. Mais si je le fais vraiment, j'embrasse, j'accueille, je suis avec ça. Et une fois que je sens que ça s'est calmé, que ça c'est accueilli, c'est vu, à ce moment-là, je passe à l'action. Et quand je vais arriver devant cette personne, mon énergie ne sera pas du tout la même. Je vais lui offrir quoi? De la présence, de l'écoute, du calme. Et peut-être qu'elle est effectivement dans une vague émotionnelle, mais moi, je vais arriver super détendu, capable d'embrasser ça complètement. Sinon, on va faire un jeu de ping-pong. Ping-pong, ping-pong. Ton émotion, mon émotion, ton émotion, mon émotion. Et puis après, on va projeter. Et on va dire, ah ben ça, c'est à cause de Frère Bienveillance. Parce qu'il n'a pas voulu prendre ma question. Ou parce qu'il a pris d'abord la question de l'autre fille avant de prendre la mienne. S'il avait pris la mienne d'abord, puis après, on va raconter une histoire, on va projeter. Ou c'est la sangha. C'est la meilleure projection, la sangha. C'est un peu vague, donc on peut y mettre un peu tout le monde. C'est pratique. Mais on fonctionne comme ça. Je fonctionne comme ça. Quand je n'arrive pas à me responsabiliser par rapport à mes émotions, à ma blessure, à ma difficulté, je vais projeter sur mes frères ou sur mes sœurs. Magnifique. En plus, j'ai plein de bonnes raisons, c'est super facile. Ils sont tous plus nuls les uns que les autres, ils sont tous plus, plus bancals, tous ceux qui ne viennent pas le matin à la méditation, tous ceux qui, voilà. Super facile. Je peux trouver des objets extraordinaires. Mais le problème, c'est que je souffre encore plus. Donc, je n'ai absolument rien résolu. Et je vais enchaîner avec un exemple personnel, du coup. Je ne sais pas trop à quelle question ça répond, mais c'est ça qui vient, donc voilà. Parce que, aussi, suite au partage d'hier et puis à l'écoute de quelques personnes en échange individuel, il y a quelque chose qui est remonté assez fort et je sens que c'est important de le partager. Du coup, je pense que ça résonne avec ça. Et ensuite, je vous raconterai cette histoire personnelle. Souvent, nous sommes habités de ce qu'on pourrait appeler l'incomplétude. C'est-à-dire la non-satisfaction de qui nous sommes. Qui, ici, ne se sent pas satisfait de qui il est? N'enlevez pas la main, c'est pas la peine. Je vous épargne ça. Alors, c'est qu'on a abandonné. Si on lève la main, c'est qu'on a abandonné. Voilà. Donc, on pourrait dire, je suis sûr que tout le monde vit ça en fait. Parce que nous ne sommes pas encore éveillés, réalisés complètement. Donc, on a toujours ce sentiment d'incomplétude et qu'on devrait faire mieux, être mieux, se transformer, être meilleur, etc., etc. Donc, secrètement en nous, il y a toujours ce désir qui est là, qui pousse, qui dit « je dois faire mieux, je dois être mieux », basé sur ce sentiment d'incomplétude, d'insatisfaction. Et ça, si ce n'est pas vu, ça nous pousse à agir de plein de manières différentes qui sont en général pas du tout adaptées. Parce que comme on se sent incomplet, on voudrait que l'autre nous fournisse la partie qui manque. En général, ça ne marche pas. Et puis on va faire aussi une chose, c'est qu'on va voir que les autres aussi sont incomplets. Et en particulier si ce sont des proches, nos enfants par exemple, ou bien nos parents, inconsciemment, on est face à eux et on est dans l'incapacité de les accepter comme ils sont, parce qu'on a un projet pour eux. On a un désir pour eux. Regardez bien, vous allez voir, c'est toujours là. C'est subtil parfois c'est plus gros, mais on projette sur l'autre la même chose. On voudrait que cet enfant, ce fils, cette fille, ce papa, cette maman ou cet ami soit ailleurs que là où il est. Et en général, parce que il est dans un moment de souffrance. Et qu'on n'aime pas trop bien voir les gens qu'on aime dans la souffrance. C'est comme pour nous. Et en particulier nos enfants. C'est très difficile, en tant que parents, de voir nos enfants souffrir. Et pourtant, c'est nécessaire. Et donc là,
Lâcher prise, ça veut dire une acceptation radicale, que l'autre est sur son propre chemin, que je suis sur mon propre chemin, et que je fais confiance. C'est pour ça qu'hier j'ai mis confie en dernier, je fais confiance à plus grand. J'ai la foi dans les bénéfices de la souffrance. Et ça se cultive. C'est pas quelque chose d'inné. Parce qu'il y a une grande partie de nous qui doute de ça et qui rejette cette souffrance tout le temps. Alors que la souffrance est là pour nous enseigner. C'est notre chemin initiatique. Elle nous montre la voie pour que petit à petit, les choses se libèrent en nous, encore et encore et encore. Donc, qui suis-je pour me permettre d'interférer dans la vie de l'autre, sur son chemin, en pensant qu'il devrait être ailleurs, qu'il devrait être plus heureux, ou qu'il devrait faire un autre métier, ou qu'il devrait changer de partenaire, ou changer de maison, ou faire ceci avec ses enfants, si c'est la grand-mère qui regarde sa fille avec ses enfants, etc., etc. C'est très souvent là, regardez bien. Et ça, c'est un travail de lâcher, c'est-à-dire lâcher non pas pour abandonner, mais lâcher pour prendre soin. Voilà. La réponse, elle est là. Lâcher prise, ça veut dire prendre soin. On est moins crispé et on est moins dans le mental qui veut absolument contrôler la situation. Donc, il y a quelque chose qui se relâche et la capacité de prendre soin, d'embrasser et d'accepter que mon fils ou ma fille est dans cette difficulté apparaît. Du coup, j'ai plein d'exemples qui viennent de ma propre vie. Bon, alors, on va se canaliser un peu quand même. Donc, il faut que j'en choisisse un. Ouais, je vais prendre quand même celui qui parle de ma relation en tant que papa avec une de mes filles. J'ai commencé hier, je vais continuer, mais cette fois, c'est l'autre fille. Lucia, qui habite en Argentine. Et donc en 2020, Covid, confinement, ma fille est en Argentine, moi je suis en France. Et là, je commence à comprendre qu'en fait, il n'y a plus de possibilité de voyager d'un pays à l'autre. J'entends aussi que même en France, dans les hôpitaux, on ne peut même pas aller accompagner les proches qui sont en train de mourir. Et là, je me retrouve avec des crises d'angoisse, des crises d'anxiété qui apparaissent, la nuit en particulier, extrêmement fortes. Je commence vraiment à flipper et à me dire, mais en fait, si je tombe malade, si je suis en fin de vie, ma fille ne pourra pas venir m'accompagner, me donner la main. Et si elle tombe malade là-bas, je ne pourrais pas aller l'accompagner. Insupportable. Il y avait un truc en moi qui disait, c'est pas possible. Je remuerais ciel et terre, mais je serais là pour lui donner la main, pour son dernier souffle, si c'est le cas. Mais vraiment beaucoup d'angoisse. Beaucoup d'angoisse. Et je le sens encore quand je vous le dis, c'était vraiment très sensible. Donc là, c'était pas facile d'aller à la rencontre de ça. Et j'ai fait ce que mon frère a évoqué tout à l'heure. Bien sûr, d'abord, j'ai vu, j'ai reconnu cette angoisse, cette anxiété. Ça, c'est grâce à la pratique, j'ai évoqué tout à l'heure. Ma lumière de pleine conscience est suffisante, même la nuit, pour voir un peu. Mon gars, tu as l'air d'être vraiment angoissé, là. Hein. Ici, partout dans le corps, mais insupportable à être dans le lit, à avoir tellement mal et à ne pas savoir comment dire, mais ça va jamais repartir, ce truc, c'est dingue. Et là, j'ai fait ce que mon frère disait tout à l'heure, je suis allé voir quelques frères, des frères amis. Heureusement, j'ai quelques potes. Mais c'est important d'avoir des potes, d'avoir des gens avec qui on sait qu'à tout moment, on peut aller voir la tête vraiment voilà, complètement anéantie et dire, bah, écoute, là,
besoin que tu m'aides. J'ai besoin que tu m'écoutes au moins. Et c'est ce que j'ai fait. J'ai commencé à raconter, partager ça, etc. Et puis ben, l'autre, dans sa capacité à me recevoir, il m'a aidé à absorber un peu. Et puis surtout à reconnaître que, ben oui, c'est absolument normal. Vu la situation, que ces angoisses apparaissent. Et puis après, il m'a ramené dans le corps, comme moi je fais quand j'accompagne les gens. Et alors, ça fait quoi? Ça fait quoi cette angoisse? De quoi elle parle? Eh bien, elle parle de la peur d'être séparée de ses bien-aimés. Elle parle de la mort, évidemment. Elle parle de la dégénérescence du corps. Elle parle des 5 remémorations, pour ceux qui connaissent la pratique. Elle parle de ces peurs fondamentales qui sont là. En fait, c'est une invitation à aller voir, à contempler, à s'asseoir avec, et à les embrasser complètement. Alors, il se trouve que dans mon parcours de vie, beaucoup le savent ici, j'ai perdu mes parents tôt, donc j'ai eu à me confronter à ça. Donc j'ai déjà un peu rencontré le sujet, on va dire. Mais c'est jamais fini. Donc, mais heureusement, grâce au fait que je connais ce territoire-là un peu, tout de suite j'ai pu ouvrir. J'ai dit, ok, j'ai peur de la mort, et en particulier, j'ai peur de mourir seul, ou j'ai peur de mourir, que ma fille meure et que je ne sois pas là. Donc j'ai vraiment regardé en profondeur ça. Et grâce à l'aide de la Sangha et de mes frères et sœurs, j'ai pu vraiment aller embrasser ça, accueillir ça, être avec ça. Et une fois que ça a été vu et entendu, l'angoisse s'est dissipée. Et vraiment, et j'ai pu le partager à ma fille aussi, donc on a fait un... Après, j'ai fait ce que je t'ai dit tout à l'heure, j'ai d'abord calmé le truc, parce que la pauvre, et j'ai pu lui raconter. Et vraiment, c'est tout à fait impressionnant. Parce que ça a duré 2 ans, cette histoire, sans qu'on puisse voyager. Donc j'ai pas vu ma fille pendant 4 ans. Mais après, j'avais plus d'angoisse. Mais c'est pas revenu, du tout. Et pour vous dire même à quel point, quelques mois plus tard, elle était encore en Argentine et elle a passé un trou noir dans son étape de vie. Donc on fait le Skype, je l'écoute, etc. Et puis elle me dit, papa, je suis complètement perdu, je sais pas, je me suis fait virer de l'endroit où j'étais, j'ai plus de maison, qu'est-ce que tu penses, est-ce que je devrais rentrer? Mais bien sûr, ma chérie, le village te tend les bras, ma chérie, reviens quand tu veux, tu comptes bien. Grosse tentation, n'est-ce pas? Là, je me suis arrêté, j'ai respiré. Et là, je lui ai dit, ma fille, c'est génial d'être perdue. C'est génial d'être perdue. Parce que c'est en acceptant d'être perdu qu'on arrive à se trouver. Elle m'a regardé, elle m'a regardé, mais il y a vraiment que toi pour me dire des trucs pareils. Normalement, tous les parents, ils font pas ça, ils me ramènent à la maison direct, viens, je vais te coucouner, moi. Et là, je l'ai amené à regarder ce que c'est cette sensation d'être perdu. Et on a regardé ensemble. Et en même temps, je lui ai dit, bien sûr, si tu veux rentrer à la maison, ma chérie, tu sais bien, tu es ici chez toi. Mais pas dans le sens, reviens. Pourtant, je la sentais, la tentation. Tu vois. Et du coup, on a cheminé avec ça, elle a regardé, elle a vu, et puis elle a senti que son temps en Argentine n'était pas terminé. Et que c'était surtout pas le moment de partir. Qu'elle allait fuir quelque chose. Et qu'elle allait regretter. Elle est restée, courageusement, et ça j'ai beaucoup d'admiration, et je lui ai dit courageusement, à traverser ça, ramer, jusqu'à retrouver un endroit où se poser, voilà, restabiliser ça, comprendre ce qui s'était passé, et petit à petit redéployer. Et là, quand je suis allé la voir il y a quelques mois, maintenant, elle a acheté un terrain, une petite ruine qu'elle a retapée complètement, une maison en terre, qui vient d'être terminée, j'ai vu les photos, elle va pouvoir déménager là dans les jours qui viennent. Voilà, elle s'est réenracinée petit à petit. Et là aussi, il y avait beaucoup de peur de dire, mais est-ce que j'achète un truc là-bas? Je ne sais pas. Tu as envie de le faire? Tu sens que c'est juste? Fais-le. Et si demain tu dois le vendre, tu le vendras. Ça t'oblige à rien.
Tu retranches quoi? tu reprends un peu le cadre, parce que là, moi, je sais pas ce que j'ai fait. Hein. La DGB. Ça va pas du tout. Ça va pas du tout. Je compte sur mon C'est ce que j'étais en train de penser. Je me disais, mais on va pas partir comme ça là. Ben c'est non, pas- non, mais je compte sur lui, il va nous remettre ça en ordre. Il fallait pas- Alors, j'ai tout dit, ben oui, mais il y a tout à dire encore. Mais donc, je veux dire, Ouais, ouais. Ah, s'il y en a une que je veux prendre. Bon. Comment faire qu'on ne plaît pas à tout le monde? Ah ouais, elle est bien celle-là, ouais, elle est bien. D'accord. On est tous d'accord. Comment vous faites? Alors frère. Je remarque qu'il y a des moments par rapport à cette question où je peux souffrir terriblement. Il y a des moments où je me sens bien. Enfin, du moins, ça va. Mais ça a très peu à voir avec les autres personnes en fait. C'est-à-dire qu'il y a des personnes qui peuvent me trouver insupportable, où il peut y avoir une légère aversion, où on est juste neutre. Il y a des moments c'est difficile et des moments ça va. Donc là c'est une question que j'ai envie de retourner un petit peu vers l'intérieur. C'est comment je fais quand je me plais pas. Comment je fais où il y a un petit vide là. Si jamais j'étais comme ci, si jamais j'étais comme ça. Donc, j'aime bien me rappeler, on parle de graines au village des pruniers, j'aime bien utiliser le terme de voix. Donc je me dis qu'à l'intérieur, il y a plein de voix différentes. Il y a toute une sangha là-dedans. Et je me plais pas, ou je plais pas à telle personne, ou je plais à personne, au monde entier. Le monde entier contre moi, ça peut arriver. J'aime bien me dire que c'est une voix qui a pris le bâton de parole, ou qui s'est inclinée. Il y a toutes les autres voix qui écoutent silencieusement. Et le fait qu'elles soient silencieuses, des fois j'ai tendance à oublier qu'elles existent. Donc il y a juste la voix de surface qui parle. Il y a 1h30 de partage, elle a déjà pris 2h30, voire en plus non, la cloche, ça marche pas. Donc c'est là où je fais mon travail de pleine conscience et de revenir à cette petite voix. Rappeler, ok, là, il y a beaucoup de souffrance. Et me dire, il y a de la joie. Même si je la sens pas, mais il y a de la joie quelque part. Il y a de la foi. Il y a de l'amour. Il y a de la solidité. Je suis ici, je suis vivant. Bon, ok, il y a plein de belles conditions autour, mais j'ai un peu contribué quand même. Il y a plein de petites voix. Ça reprend ce qui a été dit hier, où il y a la zone de souffrance, et d'essayer de se dire qu'est-ce qu'il y a autour. Là, ça me permet de voir cette voix de surface, qui est là dans la gorge, et de voir toutes les autres voix autour. Et même si je ne les sens pas, me rappeler qu'elles sont là. Donc quand je plais pas aux autres, à certaines personnes, ok. Je peux laisser la liberté aux autres d'être différents. Je peux laisser la liberté à la petite sangha là, d'être telle qu'elle est là où elle est. Naturellement, je sais que ça se concerte. Si c'est juste, il y a des choses qui vont se mettre en place. J'aurai peut-être plus d'énergie pour décrocher le téléphone et parler à la personne avec qui je voudrais parler, dire bon là il se passe peut-être quelque chose, ou rendre visite. Il y aura peut-être des énergies. J'ai une habitude que j'ai qui ne me plaît pas. Finalement, je vais peut-être avoir plus d'énergie pour faire face à cette habitude. Et ça va venir naturellement. Je vais sentir que je ne vais pas avoir besoin de me forcer. Personnellement, je sais qu'à 3h du mat', je n'ai pas besoin de me forcer pour ne pas aller prendre de crème glacée, par exemple, dans le frigo. Je sais que je vais être malade. Et je sais que pour une autre personne, ça peut être un vrai combat quotidien. Ça peut être quelque chose, ok, il y a de la douleur. Et bien de faire confiance à cette sangha intérieure, la nourrir de joie, lui faire confiance, même si je ne la sens pas. Et quand il y a cette habitude qui remonte, et bien naturellement, bon là j'ai pas envie en fait, non j'ai pas besoin. J'ai pas besoin de ça pour me plaire en fait. J'ai pas besoin de ça pour me soulager. Je me fais confiance. Cette émotion difficile ne va pas durer. Il y a 2 semaines elle n'était pas là, il y a 2 ans elle n'était pas là, il y a 20 ans elle n'était pas là. Peut-être que dans 2 semaines, elle ne sera pas là. Peut-être que dans 20 ans, elle ne sera plus là. C'est sur le chemin, quoi. Merci Sangha. Merci Sangha.
Merci, cher frère. Vraiment, c'est magnifique. Alors, moi, je pense à une chose. Si je fais une comparaison, quand j'entends frère bienveillance, transmettre un enseignement, le frère transmettre un enseignement, je peux sentir en moi, est-ce que moi je suis aussi bien, est-ce que moi je peux aussi bien, est-ce que je suis aussi créative, est-ce que... Et là, je peux sentir la souffrance. Là, je le vis. Je le vis. C'est là, c'est présent. Et là, j'essaie de me comparer, comme j'ai toujours fait ça, depuis que je suis toute petite. Les autres, c'était toujours mieux, voilà. La maîtresse, elle préférait, moi, j'étais pas, voilà. Enfin, bon, bref. Et c'est quelque chose que je touche depuis quelque temps, parce que c'était bien sous le tapis, là, en français. Parce que je l'ai vécu avec une amie, et je me dis, mais derrière, il y a la jalousie, la graine de jalousie qui apparaît. Voilà, je l'ai accueillie parce que je l'ai vraiment vécu avec une amie, j'ai vraiment accueilli ça, cette graine de jalousie. Elle est mieux que moi j'ai grossi, elle est plus mince. Vous savez, les trucs, elle me fait des reproches, et moi je... Vraiment des trucs profonds de cette jalousie. Et je suis allée beaucoup plus loin. Parce que quand j'ai reçu la lampe de Sœur Chankong, cette merveilleuse sœur, elle m'a dit quelque chose de très fondateur pour continuer à cheminer. Elle m'a dit de très belles choses, elle a nourri mes très belles graines parce qu'elle est vraiment extraordinaire. Et puis elle a dit un petit truc. Un petit truc. Il reste encore, je trouve plus le mot. Je l'ai dit à quelqu'un, vous vous souvenez? Ah non, non, ça ne rappelle pas, non. Par rapport à la douleur de la mort de ton frère. Voilà. Méchant avec ta Il reste encore un petit peu d'amertume. Alors là, je reçois la lampe, je deviens enseignante du Dharma et je me retrouve avec ça. Alors là, j'ai dit, mais elle est extraordinaire. Elle a tout compris. Elle a tout compris. Et effectivement, en relisant mon gâteau, je dis, où est mon frère là-dedans? Où est mon frère? Je parlais de ma maman, des cendres dispersées à la mer, de l'amour, de la réconciliation avec ma maman. J'ai perdu mon frère à 20 ans. Et quand mon frère est né, moi je suis devenue le vilain petit canard de la famille, particulièrement de maman. Et bien j'ai touché la jalousie que j'avais pour mon frère. Et j'étais coupée de ce frère. Il est mort à 20 ans et j'étais coupée de ce frère. Je n'ai jamais fait le deuil de sa mort. Et là, c'est venu, je suis en train de me relier, depuis peu, puisque j'ai reçu la lampe en juin, je suis en train de me relier avec ce frère. Je pensais que j'étais reliée, je croyais que j'étais reliée. Et en fait, j'étais coupée parce qu'il y avait cette émotion que je n'avais pas reconnue déjà. Voilà. Et merci l'ami qui m'a renvoyé à ça. C'était un grand maître. Je l'ai remercié au fond du cœur. Et là, j'ai rencontré vraiment ça. Je suis en train, voilà, doucement d'embrasser et de rentrer en contact avec ce frère. Et c'est incroyable que il est mort à 20 ans, j'ai 69 ans. Je ne pensais pas du tout.
Et je remercie vraiment Sœur Chancon qui a trouvé le mot exact. C'est un être exceptionnel. Et j'ai beaucoup de gratitude pour ce qu'elle a touché. Merci. Chers amis, juste en écoutant la cloche, je me suis senti très joyeux, très fortuné d'avoir ces deux compagnons avec moi et de sentir l'harmonie qui circule entre nous et la fluidité, la complétude dans nos partages. Ça m'impressionne beaucoup. Et je suis très content aussi de connaître un peu mieux Jacqueline. De cœur à cœur, là, direct. Alors, du coup, bon, quand même, je vais reprendre un peu les questions. on arrête les bêtises. Alors, on va regarder ensemble s'il y a des aspects qu'on n'aurait pas encore évoqués. La question 5, elle est pas mal quand même, je trouve. Ouais, je la garde pour la fin. Hein, celle-là, c'est un nectar, on va la garder un peu. Je l'ai en tête, je vais la garder pour après. Alors, la 2, me semble, on va commencer par ça. La 2. Alors, première chose, je vous renvoie à la question et regardez-le à l'intérieur de vous, même si vous n'avez pas besoin d'y répondre verbalement. Peut-on se débarrasser de quelque chose? Donc il y a des gens expérimentés ici. Se débarrasser de quelque chose comme ça, ça veut dire se couper un bras. En gros. Voire plus. Donc la magie du vivant, c'est qu'on peut se débarrasser de rien. Donc déjà, ça, c'est pour ça que quand tu as dit le mot se débarrasser, je dis, ah, ça c'est bon. C'est bon parce que ça nous éclaire sur le fait qu'on ne peut pas. Et la tentation est grande. On aimerait beaucoup se débarrasser de nos défauts, de nos sensibilités, de nos difficultés. Non. En fait, on ne peut que reconnaître, accueillir, embrasser, intégrer, confier, composter, en gros. Ça, on peut. Mais se débarrasser, c'est pas possible. Donc déjà, ça fait du bien. On n'a pas essayé. Un truc qui sert pas et qui marchera jamais. À moins de finir complètement amputé de toutes les parties de nous-mêmes. Voilà. Donc on va plutôt faire ce que notre frère proposait, c'est-à-dire qu'on va laisser cette voix-là s'exprimer, si elle apparaît. Si il apparaît que je porte en moi une culpabilité collective, ce qui est souvent le cas, parce qu'on n'arrive pas de nulle part, comme tu l'as dit, transgénérationnel, nos ancêtres sont là. Et Thaï là-dessus insiste tout le temps pour nous amener à toucher la terre en conscience, papa, maman, grand-père, grand-mère, d'où je viens. Et de reconnaître que s'il y a une culpabilité collective, eh bien effectivement, elle est en moi, donc je vais en prendre soin. Je vais faire ma part. Si elle apparaît en moi. Ce qui est différent de me dire, il y a une culpabilité collective là-bas, il faut que je fasse quelque chose. C'est pas pareil. Attention. On n'est pas là pour sauver la planète entière. Et si ça apparaît, c'est qu'il y a quelque chose d'autre à regarder. Si on est dans cette énergie du sauveur. Mais je ne vais pas développer ça. Donc si elle apparaît en nous, à un moment donné, c'est possible, alors j'en prends soin, comme le reste. Et là, on a déjà vu plusieurs exemples de comment on prend soin, donc je ne vais pas redévelopper ça maintenant, parce que je vois que le temps passe. Voilà, ça c'est une première approche de ça. Je crois que sur la première question, on a déjà pas mal répondu. Clairement, il n'y a que des bénéfices. Le seul inconvénient du lâcher prise, c'est que ça fait mal. C'est-à-dire qu'on touche souvent, à un moment donné,
d'inconfort. On touche de l'inconfort. Et la pratique et l'invitation, c'est d'apprendre à accepter l'inconfort. Et on n'aime pas bien ça. Donc on y va doucement, hein. On n'est pas obligé de tout lâcher d'un coup, on n'est pas obligé de se mettre dans l'inconfort absolu parce qu'on n'y arrivera pas. Mais petit à petit, c'est un processus. Donc on y va doucement et on accepte l'inconfort. Ça fait mal parce qu'on a déstabilisé quelque chose intérieurement. On change de programme. On était identifié à cette chose-là. Bien attrapé. Vous pensez qu'on avait... Là, il y a du contrôle. Hein, vous dites, là, je maîtrise cette chose-là, donc je suis bien. Et puis là, je ne sais pas, il y a une voix qui est partie d'on sait où, qui dit, non, ça ne marche pas, on va changer de programme. Donc là, on est face à un conflit intérieur. Pendant un moment, ça va... Il y a plusieurs voix qui vont s'opposer, et ça va être très inconfortable. Mais à partir du moment où on réalise qu'il y a ce conflit intérieurement, on a déjà fait un grand pas. On est très souvent dans des conflits intérieurs, parce qu'on n'arrive pas à harmoniser ces différentes voix, qu'elles s'opposent et qu'on ne les écoute pas suffisamment. Alors peut-être là, je vais vous donner un exemple aussi concret. Donc, toujours la même année, 2020, c'est sympa le Covid parce que ça fait bien bouger les choses. On arrive en septembre 2020. Après avoir passé le confinement, nous au village des Pruniers, on est fermé. Et ça, pour moi, c'est insupportable. C'est vraiment insupportable. Je ne suis pas du tout en accord avec cette décision, comme un certain nombre de mes frères. Et voilà, donc je souffre de ça et j'essaie d'accepter, d'absorber. Voilà. Donc ça vient arroser des trucs en moi, un peu projection sur la sangha, on va dire, comme je disais tout à l'heure. Donc il y a un mal-être qui commence à apparaître. Pendant quelques semaines d'été, ça monte, et puis on est à 15 jours d'entrer dans la retraite des pluies. Alors déjà qu'on a été confiné pendant plusieurs mois, alors à rentrer dans la retraite des pluies, non. On est fermé, on rentre dans la retraite des pluies, on va se fermer encore un peu plus. Il y a une partie de moi qui dit, j'en ai rien à foutre de la retraite des pluies, je ne veux pas rentrer dans la retraite des pluies. Mais une force. Et là, je fais... Qui c'est là? Allô? Qui est-ce qui parle? Et là, je me dis, je ne vais pas y arriver. En fait. Je ne vais pas réussir à rentrer dans la retraite des pluies. Je peux plus nier cette voix en fait. Je ne peux plus faire comme si elle n'existait pas. Donc, qu'est-ce que je fais? Ce que je vous ai proposé et que vous faites aussi, là, je m'assois avec, je marche avec, et je commence à donner de l'espace à cette voix qui dit non. Mais vraiment, non. Et je l'écoute, et elle me dit, on s'en va. Et le téléphone, il est en train de descendre. Il s'en va. Et là, j'arrive, en écoutant cette voix, ça dit, on se casse. Il y en a marre de cette vie monastique, c'est n'importe quoi. Tu es face à des gens qui prennent des décisions qui ne correspondent pas. En plus, de toute façon, là, il y avait un terrain intéressant. De toute façon, je ne suis pas à la hauteur. Là, ça a touché un autre registre que j'avais touché déjà quelques mois avant. Je ne suis pas digne d'être moine, c'est trop pour moi, c'est trop... Ah, ça se mélange, c'est trop contraignant, mais en même temps, je ne suis pas digne. De toute façon, n'importe quoi, c'est quoi cette décision? Là, ça commence à monter. Oh, le chantier. Mais bon, il y a quand même une partie de moi qui arrive à rester joyeuse, stable. Alors là, je vois quand même qu'il y a des bénéfices à être là. Et c'est la belle saison, je me baigne dans le lac de Sonha plusieurs fois par jour pour refroidir la température ambiante intérieure, n'est-ce pas? Je vais au soleil, je marche et j'arrive à peu près à naviguer à la fois avec la partie qui arrive à absorber ça et à laisser monter l'autre partie. Et plus je la laisse monter, plus ça devient super fort. Jusqu'à ce que je touche une partie de moi qui dit « De toute façon, tu ne m'as pas demandé mon avis. » Tu as choisi de devenir moine, mais tu ne m'as pas demandé mon avis. Et effectivement, hein? Voilà, c'est ça. Et effectivement, cette partie-là, elle n'avait pas dit oui. Elle ne voyait absolument pas le bénéfice de cette histoire. Mais c'est quoi?
Je vais dire un gros mot là. C'est quoi ces conneries? Tu vois, genre, ça parlait comme ça, quoi. C'était vraiment très très fort. Moi, je suis absolument pas d'accord. Je me suis dit, oh là là. Donc, j'ai dit, ok, bah, comme tu viens de le dire, bah, raconte-moi qu'est-ce qui se passe, quoi. Et donc, j'entends toute une partie de moi, qui est la partie un peu rebelle, et qui aime sa liberté, qui aime un peu voilà, jouer, comme vous l'avez déjà vu, d'être dans la créativité, et qui n'a pas du tout envie d'être restreint dans un rôle, dans quelque chose de très serré, qui dit, mais non, 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 ça ne me convient pas. Donc, elle me dit, on s'en va. Je l'écoute, je dis, ben ouais, en fait, t'as raison. C'est n'importe quoi. D'ailleurs, j'en ai marre, moi aussi. Donc, en fait, elle contamine toutes les autres, enfin, presque toutes les autres, puis elle dit, puis là, du coup, une nuit, je me souviens, c'était quelques jours avant de rentrer dans la retraite des pluies, je dors pas de la nuit, je suis avec ça, et puis il y a une évidence qui arrive, je dis, bah ouais, bon, ouais. C'est pas dramatique. J'avais fait 3 ans de vie monastique, qui dit mieux, c'est déjà pas mal. Je dis bon bah, ok, on s'en va. Je dors pas de la nuit, je me réveille le matin, le frère qui était dans ma chambre, on prend le thé, et je lui dis, frère, je pars. Décomposé, il me regarde. Mais d'où ça vient? Donc heureusement, un frère super avec qui j'avais une très bonne relation, justement, il m'écoute, il essaie de comprendre, il dit, ah ouais, ok. Puis là, il comprend que c'est du sérieux, quoi. Que j'avais la main sur la porte et que je devais partir. Et voilà, et donc moi, super content de mon truc, je dis, je pars. Donc je dis, bah ouais, je lui explique un peu, mais voilà, avec ce que j'avais entre les mains, là. Et puis, je commence à prendre des rendez-vous dans la journée pour dire au revoir. Surtout à ceux avec qui j'avais des bonnes relations, je voulais quand même pas partir n'importe comment. Je dis, je suis un grand garçon, j'assume mon départ, je ne veux pas partir comme ça en douce. Mais je prends rendez-vous avec des frères et des sœurs avec qui je sais aussi qu'il y a de l'affect, il y a des relations, voilà, il y a de l'amour, d'accord? Donc je commence avec 2 autres frères à Sonha, ensuite je vais voir Taïf Apou, notre abbé, qui quand je lui raconte ça se met à pleurer, je fais « Oh non, non mais c'est pas grave, hein. » L'abbé, c'est genre, là il commence à me chavirer le cœur, je dis « Oh non, non. » Après, j'avais invité mes frères d'ordination, puisqu'on a une famille d'ordination avec qui on a des liens de cœur très forts. Donc, pareil, ils se mettent à pleurer, à m'exprimer tout leur amour, tout ça. Et puis après, encore un autre frère, puis après, je vais voir des sœurs. Je vous la fais un peu courte. Et en 24 heures, un petit peu plus de 24 heures, 36 heures, ils m'ont retourné comme une crêpe, les gars. Mais en douceur, hein, en amour, en disant oui, 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 bien sûr, on comprend. Et... avec de l'amour et du feu. Certains ont remis le feu aussi à l'aspiration. C'est en me disant, bah, je vais te dire pourquoi moi je suis moine depuis 15 ans. Ah. Et puis celui qui m'a fait le coup, quand il parle de ça, je peux te dire, il t'allume la chaudière direct. C'est un gars qui joue du violoncelle. Je ne sais pas si on l'avait déjà rencontré. Et donc il m'a rallumé le truc. Et entre ça et l'amour de mes frères et sœurs, j'ai vu le truc se faire. Ça commençait à se retourner. Et heureusement, je n'avais rien projeté sur la Sangha, je n'avais pas de colère par rapport à la Sangha. J'avais bien fait attention dans ma pratique de ne pas me laisser embarquer là-dedans, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. Sinon j'étais foutu. Sur un terrain de colère, j'aurais jamais pu accepter que ça se retourne. Donc ça s'est retourné par l'amour. Et je me suis rendu compte d'une chose très importante, c'est que j'avais juste besoin de sentir qu'il m'aimait. Je ne me sentais pas suffisamment aimé parce que je ne m'aime pas suffisamment. J'avais besoin que mes frères et sœurs me disent on t'aime et on a envie que tu sois là. Ta présence est précieuse pour nous. Ils m'ont fait fondre, hein. Mais alors vraiment c'est des vedettes. Hein. Comme ça s'est retourné. Et là je voyais le truc qui se retournait, ça résistait un peu quand même. J'ai dit ok, d'accord. Et puis la dernière estocade, c'est une sœur qui me l'a mise. Celle-là elle est pas mal aussi. Et paf, le truc s'est complètement retourné. Je me souviens, je suis rentré à Sonha sur mon vélo. Je suis allé me baigner dans le lac à nouveau. Je me suis posé sur la petite plateforme qu'on a là. J'ai commencé à sourire. Je me suis dit, ben voilà, c'est fait. Le processus achevé. C'est-à-dire que j'ai dit oui à l'expérience. J'ai accepté de reconnaître ce qui était là en profondeur, même si c'était complètement inconfortable, ça paraissait complètement dingue.
Ça risquait de me faire quitter le monastère à un moment où ça aurait été vraiment dommage parce que j'avais absolument... En fait, j'avais pas de désir d'aller ailleurs. Mon désir était toujours vivant d'être moine, mais j'aurais pu partir. J'ai vu que je pouvais partir. Et toucher la profondeur et la réalité de ce qui était demandé depuis l'intérieur, c'était d'être aimé, d'être embrassé, d'être soutenu, de sentir que cette communauté, elle a vraiment envie que je sois là aussi. Donc c'était un peu un petit garçon aussi qui dit ça, qui dit j'ai besoin. Bon, le grand il n'aime pas trop, hein, mais le petit lui il est bien pour faire ça. Et ils ont su faire ça, c'est très très bien. Et du coup, qu'est-ce que j'ai fait le troisième jour? J'ai refait ma tournée. Je suis allé voir tout le monde, j'ai dit je reste. Mais alors là c'était pareil, l'ego il n'aimait pas tellement en fait. Il y avait un type qui disait non. Mais si, parce que c'est tellement beau ce processus-là que ça mérite d'être assumé en fait. Et même si j'avais un peu honte en fait quand même d'avoir été pris du temps à chacun, d'être allé demander et de faire pleurer mon cher abbé et tout ça, ben, je suis retourné, puis j'ai refait la boucle, j'ai revu tout le monde, j'ai dit bon bah je reste. Ils m'ont dit super. Tu pars, super, tu restes, super. Mais nous on t'aime. Et ça a été un tournant dans ma vie monastique en fait. Donc c'est des moments forts comme ça, de lâcher vraiment et de reconnaître ce qui est là, de même lâcher la forme. Alors, le courage de lâcher complètement la forme, d'imaginer que cette vie qui est la mienne, elle va changer complètement. De travail, de compagnon, de maison, tout s'effondre. Et hop, il y a quelque chose qui va renaître, qui va émerger. Et ça a été un grand tournant parce que depuis, j'existe dans cette forme d'une manière complètement différente. Avec une plus grande liberté, sans pression, sans exigence. Et je m'amuse beaucoup. Alors, ce que je nous propose, parce qu'on arrive à la fin, je voudrais quand même aborder la question 5. Je crois que le reste, on a quand même pas mal abordé. Sur la question du deuil, on a eu la superbe réponse de Jacqueline, et aussi j'ai fait une vidéo là-dessus. Donc tu pourras trouver la vidéo. Donc je vais parler de la dégénérescence du corps. Et attachez vos ceintures. Parce que, moi je vais boire un coup d'abord. Je vais vous dire un truc qui ne va pas du tout vous faire plaisir. Donc vous aurez le droit de penser que je suis vraiment pas gentil. Je vais la faire en deux temps. Un premier temps un peu rude et un deuxième temps je vais vous chanter une chanson. Quand même. Je vais nous inviter à pratiquer ce que j'ai appelé tout à l'heure l'acceptation radicale. L'acceptation absolue, totale, illimitée, radicale. En disant clairement que la dégénérescence du corps, ça n'existe pas. Oula, je vois les sourcils. Magnifique, je vois les sourcils comme ça. Je répète. La dégénérescence du corps, ça n'existe pas. Ah ben attends, je vous laisse un peu mariner quand même. Bah, je sais bien que tout le monde se dit non mais c'est n'importe quoi, non, bien sûr que ça existe. En réalité, Jacqueline nous a déjà donné la réponse, d'une certaine manière.
Parce que nous avons l'impression de vivre dans un temps linéaire. D'accord? Il y a un passé, un présent et un futur. Et donc, si on est dans cette illusion du temps, on peut avoir l'impression qu'il y a une dégénérescence physique, corporelle, puisqu'on compare notre corps de maintenant au corps d'avant. Et on se dit, objectivement, avant je grimpais les escaliers 4x4, maintenant je grimpe les escaliers 2x4. Puis bientôt 1x4, puis bientôt je grimpe plus les escaliers. Donc je compare et je me dis, il y a effectivement une dégénérescence corporelle. Mais en réalité, c'est parce que mon mental, qui lui fonctionne dans cet espace-temps linéaire, et qui en plus est toujours dans un rapport duel, c'est bien, c'est pas bien, c'est mieux, c'est moins bien, c'était comme si avant, c'est plus comme ça aujourd'hui, en fait, me fait croire en permanence qu'il y a cette dégénérescence. Mais en réalité, dans le moment là, présent, maintenant, si je suis avec mon corps, qui n'est pas le mien, je vous le rappelle, et là, on va aussi aller un petit peu sur ce terrain-là, en particulier de la chanson. Si je m'installe là, dans une acceptation radicale et dans un enracinement dans le moment présent, je vis l'expérience de ce corps, tel qu'il est. Et d'ailleurs, il y a des enfants qui naissent en apparence avec un corps dégénéré. Il y a un très fameux philosophe français que vous connaissez sûrement, Éric Jolien. Alexandre Jolien, pardon. Alexandre Jolien. Fabuleux. Il y a plein d'exemples comme ça. Donc, alors, qu'on soit d'accord ou pas avec ce que je vous dis, c'est pas la question d'être d'accord ou pas. La question, c'est de faire l'expérience, de regarder dans votre expérience concrète. Est-ce que ce que je suis en train de vous dire là, ça a du sens? Et surtout, est-ce que ça nous libère de la souffrance? Et l'esprit est toujours dans la comparaison. C'est pour ça que je dis que Jacqueline nous a donné la réponse tout à l'heure. La comparaison avec les autres, la comparaison avec le passé, la comparaison avec le futur, imaginaire. Plus tard, ce sera mieux. Quelle maladie très grave. Le seul vrai bonheur accessible, c'est maintenant. Il n'y en a pas d'autre. Donc si je ne suis pas heureux maintenant, je ne le serai jamais. Ça, c'est encore une autre conscience radicale. Ah oui, je sais, c'est pas très agréable d'entendre, c'est pas très confortable. Mais si on regarde bien, l'esprit est toujours en train d'imaginer un bonheur futur qui sera plus grand. Donc on est pris en permanence dans cette comparaison au passé et au futur. Et c'est pareil avec le corps. Donc on est invité à revenir au moment présent, à vivre ce corps tel qu'il est, maintenant. Et avec la conscience que ce corps n'est pas moi. Et ça, c'est l'enseignement de Thaï. C'est la chanson que je vais vous partager maintenant. C'est une chanson qui est basée sur un poème de Thaï, dont on a entendu un peu quelques extraits hier avec notre joueuse d'harpe. Et ce poème a été mis en musique par Sir Luc Nim. Et donc je vais vous chanter cette chanson. Et si vous voulez bien, on va s'arrêter là-dessus. Comme ça, on peut finir en méditation, en contemplant aussi qu'est-ce que ça fait, ce qui vient d'être dit. Hein, et en regardant, parce que c'est pas comme ça d'un seul coup qu'on peut complètement accepter ça, petit à petit. Alors, il va y avoir des résistances, il y a des allers-retours, mais c'est un très beau sujet de contemplation. Et merci beaucoup pour vos belles questions, merci pour votre présence, merci pour vos belles réponses. Et on va finir en musique. Je reprends la guitare. Et je veux bien son cloche, mon frère. Je me ferai pareil.
n'est pas moi. Je ne suis pas limité par ce corps. Je suis la vie sans limite. Jamais né, jamais ne mourrai. Étincelant de milliers d'étoiles, regarde là-haut le ciel immense. Depuis toujours je suis libre, naissance et mort, jeu de cache-cache. Porte d'entrée et de sortie, tout se manifeste de mon esprit. Prends ma main et rions tous les deux. Ceci n'est qu'un au revoir. Reverrons encore. Nous ne cessons de nous rencontrer. Aujourd'hui et demain, sur des milliers de chemins. Aujourd'hui et demain, sur des milliers de chemins. Prends ma main, rions tous les deux. Ceci n'est qu'un au revoir. Reverrons encore. Nous ne cessons de nous rencontrer. Aujourd'hui et demain, sur des milliers de chemins. Aujourd'hui et demain,